C'est quoi de la bonne musique et de bons artistes? La musique mainstream est ennuyeuse, lisse, et souvent elle s'accompagne d'une volonté de gagner de l'argent. En général, l'art permet de nous émouvoir et de déclencher des choses en nous qui peuvent aussi être irritantes. Le succès donnerait raison à ceux qui en ont. C'est la chose la plus épouvantable que j'ai entendue depuis longtemps. Je m'appelle Gudrun Guth. Je suis née à Celle en Basse-Saxe et j'ai déménagé à Berlin au milieu des années 1970. C'est là-bas que j'ai découvert le punk et que j'ai fondé mes premiers groupes. Dina Testbild, puis Magna-D, ensuite Einstürzende Neubauten, puis Malaria et Matador. Ma vie, c'est la musique, la musique, la musique. J'ai toujours été mélomane. Après avoir passé mon bac, j'ai tout de suite obtenu une place pour étudier à la Haute École des Arts de Berlin. Et à ce moment-là, c'était les débuts du punk. J'étais complètement fascinée. Il y avait quelque chose de si rapide et direct dans le punk qu'on pouvait tout de suite faire partie de ce mouvement. J'ai trouvé ça passionnant. Et bien sûr, j'ai très vite voulu créer un groupe moi aussi. C'était aussi les prémices de la culture des indépendants. D'un coup, plein de petits labels ont vu le jour. Et ils proposaient de la musique qu'on n'avait jamais entendue auparavant. C'était vraiment très stimulant. Et il n'y avait aucune optique commerciale. Aucune. On voulait juste créer et ressentir des choses. Au départ, je n'avais absolument rien, à part des idées amusantes, dont l'une consistait à créer une symbiose entre des rythmes électroniques et du Schlager, la chanson populaire. En réalité, c'était une sorte de tabou artistique à l'époque, parce que ces deux univers n'allaient pas vraiment ensemble. Il s'agissait de deux camps culturels opposés. Je m'appelle Alexander Markus, je suis musicien, entertainer et le seul représentant d'un genre musical qui s'appelle l'électrolore. L'électrolore est un mélange de beats électroniques et de paroles amusantes en allemand. J'ai commencé ma carrière au début de YouTube. Déjà à l'époque, certains artistes diffusaient des clips qui devenaient viraux, ce qui leur a permis de devenir très célèbres, sans aucun soutien des médias. Cette plateforme a donc été lancée à un moment idéal pour moi. J'ai alors eu l'idée de réaliser un clip marrant pour mon premier single. Et ça a tout de suite bien marché. Je crois même qu'on a très vite dépassé le million de vues. Le clip de ma chanson Papaya a coûté 100 € au total. Et on l'a quand même diffusé, en faisant de ce manque d'argent une vertu, parce que je ne me souciais absolument pas de ce que les gens allaient en dire. Cette vidéo a suscité énormément de commentaires haineux. C'était encore pire que maintenant. À l'époque, il n'y avait aucun filtre sur les réseaux sociaux. Tout le monde pouvait y déverser librement ses insultes. Dans les médias, les réactions ont été tout aussi catastrophiques. On aurait dit un feuilleton télé. Mais j'ai tout de même continué à faire de la musique et à y trouver du plaisir. Et aujourd'hui, avec mes fans, nous formons une grande famille. Et tout le reste m'est complètement égal. Nous voici dans l'atelier de mon mari, Thomas Fehlmann.
Il est important d'avoir une certaine confiance en soi, parce qu'autrement, on passe son temps à imiter les autres afin d'avoir de l'assurance. Pour trouver sa propre voie, il faut dépasser ce cap et développer son propre style. Et actuellement, je trouve la situation un peu pénible, parce que les gens ont souvent tendance à vouloir refléter les autres. Je n'ai jamais vraiment planifié les choses pour que ma musique sonne comme ci ou comme ça. J'expérimente beaucoup pour découvrir ce que je peux faire avec ma voix. Et d'une certaine manière, je sais assez bien ce que je veux et ce que je ne veux pas, ce qui me convient ou non. J'ai simplement un profond besoin de m'exprimer. Je m'appelle Anya Plaschke, aussi connue sous le nom de Soap & Skin. J'ai grandi dans une ferme et dans un environnement très catholique. Plus jeune, j'étais totalement animée par la volonté de m'exprimer, parce que la douleur du monde me tourmentait. Je me demandais quelle était ma place dans cette société. J'étais en échec scolaire parce que je souffrais de troubles psychiques. La musique a été un moyen de rester moi-même. Elle a ensuite guidé toute ma vie et je m'y suis consacrée. Sans la musique, je ne sais pas si je serais encore en vie ou si j'aurais encore toute ma tête. Mes chansons m'aident à exprimer ma douleur. Je suis toujours étonnée de constater à quel point la souffrance est occultée dans ce monde parallèle que sont les réseaux sociaux. Tout ce qui est laid, triste ou imparfait n'y a pas sa place. Mais pourquoi? Je trouve ça tellement ennuyeux. Avant, il n'y avait qu'un petit nombre de gens, dans le monde des médias, des maisons de disques, qui décidaient si quelqu'un allait percer ou non. Ils se sont d'ailleurs souvent trompés, puisque de nombreux artistes ont poursuivi leur chemin malgré tout. En ce sens, les réseaux sociaux constituent un progrès. Sur ces plateformes, quiconque fait de la musique a sa chance. Et le processus pour se faire connaître est beaucoup plus démocratique. À un moment donné, j'ai ressenti le besoin de quitter Berlin pour vivre quelque chose de nouveau. Avec mon mari, nous avons alors découvert la très belle région de Uckermark et nous en sommes tombés complètement amoureux. C'est proche de Berlin et à la fois on s'y sent très tranquille. Le succès, c'est important. Je viens par exemple de faire un concert à Copenhague. Alors certes, je n'ai pas joué sur la plus grande scène du monde, mais la salle était pleine à craquer. Et nous avons célébré ensemble la journée des droits des femmes. Quand on est artiste, je pense qu'il est essentiel de douter. C'est ce qui nous permet d'avancer. Et ça fait partie du jeu. Alors c'est en même temps terrible, mais aussi nécessaire. Si le succès est important, c'est parce qu'on ne peut pas puiser de la force en permanence dans les défaites. On a aussi besoin de succès pour aller de l'avant. C'est même vital à notre survie en tant qu'artiste. Parfois, je fais des choses qui ne sont pas du tout commerciales. Je sais qu'elles n'auront aucune chance sur le marché, mais je les fais quand même, parce que c'est important pour moi. Il faut simplement trouver un équilibre entre les deux.
Pour moi, ce terme de mainstream n'est pas du tout facile à évaluer. Parce qu'on ne parle pas d'un genre, mais d'un phénomène à la fois culturel et sociétal. Je pense qu'il y a des aspects positifs et des aspects négatifs dans le mainstream. Tout dépend de l'intention des artistes. Le mot mainstream me fait penser à la musique que j'entends à la radio quand je suis en voiture. Et j'ai l'impression que ce sont toujours les mêmes tubes qui passent en boucle pendant des mois. On dirait qu'ils se cantonnent aux 20 mêmes chansons qui se ressemblent toutes. Le style diffère un peu, mais c'est comme si on suivait toujours la même recette. L'uniformisation de la musique d'aujourd'hui est certainement liée aux nouvelles formes de communication, notamment les réseaux sociaux. Et également parce qu'il est actuellement très difficile de vivre de sa musique en la vendant. Ça relève presque du domaine de l'impossible. Sur Spotify, je suis payé l'équivalent de 3 cuillères de café pour 100 000 écoutes. C'est vraiment rien du tout. Je comprends tout à fait que les artistes en difficulté veulent gagner de l'argent. Ça a aussi été mon cas à l'âge de 18 ou 19 ans. À l'époque, j'avais signé un contrat et je me suis retrouvée dans une situation un peu malsaine. Mais c'était tellement important pour moi. Grâce à cet argent, j'ai pu travailler pendant 3 ou 4 ans sans aucun souci financier. Je ne vais donc pas me permettre de juger les artistes qui profitent de ce genre d'opportunités pour respirer un peu et faire leur travail. J'ai plutôt envie de les encourager et surtout leur donner le courage de ne pas suivre le mouvement, de conserver une certaine forme de résistance et de rester intègres et fidèles à eux-mêmes. Adolf Hitler aussi était compatible avec les masses. Voilà pourquoi j'ai toujours un peu peur quand on me parle de mainstream. Alors bien sûr, il y a quelque chose de fascinant quand on arrive à atteindre beaucoup de gens avec un message simple. Mais la musique mainstream est ennuyeuse, lisse, et souvent elle s'accompagne d'une volonté de gagner de l'argent. Les chansons ont un pouvoir énorme. Et se contenter de faire de la musique sans aucune innovation n'apporte pas grand-chose au public. L'histoire l'a montré. Quand on a le courage ou la volonté d'emprunter un chemin plus long et tortueux, l'art qui en résulte est de bien meilleure qualité. En général, l'art permet de nous émouvoir et de déclencher des choses en nous qui peuvent aussi être irritantes. Tous les grands artistes pop qui se sont aventurés en terrain inconnu ont commencé par irriter leur public. Il y en a eu énormément, d'Elvis Presley à Madonna. Au début, tout le monde se demandait ce qu'ils faisaient et on ne comprenait pas leur musique. Mais je crois que ça fait partie du processus. Ce n'est qu'une fois que le public est véritablement touché par telle ou telle œuvre qu'il la considère définitivement comme de l'art. Je pense que chaque forme de musique a sa place dans ce monde. Mais j'ai du mal à défendre la musique exploitée de manière abusive par le marché comme un pur produit capitaliste.
Moi, je ne peux faire que ce en quoi je crois à 100% et que je suis capable de défendre à 100%. Et je respecte tous les artistes qui font de même. Évidemment, nous devrions tous nous opposer à cette logique commerciale. Pour moi, la bonne musique est celle qui se justifie par elle-même, qui est avant tout audacieuse. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour faire quelque chose que personne ne fait. On ne sait jamais à quoi ressemblera le résultat. Ça peut être complètement merdique ou alors merveilleux.